Bonjour, bonjour, est-ce qu'on nous entend? Non, j'ai envoyé un message dans le chat, parfait. Bonjour, Parfait. merci beaucoup pour les réponses. Bonjour. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. On va commencer la session. Juste, une petite parenthèse, alors vous allez voir des sondages passer et n'hésitez pas également à interagir dans le chat. Vous pouvez également poser vos questions. À la fin de la session, on va avoir une session, questions-réponses un peu plus, poussée, donc à ce moment-là, on va pouvoir aussi, échanger. Voilà. Donc, je laisse la place à Laurent et Alexandre. Merci beaucoup. Oui, écoutez, bonjour à tous. Donc, le sujet du jour, c'est le RGPD dans le monde de la santé, avec, vous le verrez, un, un webinaire assez riche où on va bien sûr parler de RGPD, du monde de la santé, mais aussi d'outils, un outil original que va nous présenter ensuite Alexandre pour véritablement maîtriser de bout en bout la donnée personnelle. Alors, tout d'abord, on va se présenter. Donc, moi, je suis Laurent Zetoun, donc je suis directeur de l'offre protection des données au sein d'APAV Digital, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Et Alexandre, je te laisse te présenter. Donc, Alexandre Guinjard, je suis le dirigeant fondateur de la société Accessia, donc société d'édition logicielle qui développe depuis 2010 la solution Clarisse que l'on va vous présenter et dont certains ont peut-être déjà entendu parler. Merci Laurent, je te renvoie la balle. Ça marche. Donc, tout d'abord, comme on a l'habitude de le faire dans ce type de présentation, parce que c'est vrai que le RGPD, on entend tous parler, mais souvent, les interlocuteurs ont du mal à cerner tout à fait ce que c'est. Donc, on commence toujours par une petite présentation et introduction au RGPD. Quelques mots sur APAV Digital. Donc, APAV Digital, c'est une filiale à 100% du groupe APAV, dont le métier est la maîtrise du risque. Donc, on aide nos clients à maîtriser ces risques. Et APAV Digital, lui, va prendre en charge ce qu'on appelle le risque numérique, donc tout le risque lié à la donnée. Pour ça, on a constitué une équipe d'une centaine de personnes et l'idée de cette équipe, c'est de disposer de toutes les compétences qui nous permettent de limiter le risque quant à l'utilisation de la donnée. Donc, ça va être des risques de conformité avec la partie RGPD, ça va être des risques cyber avec OPIDA, mais ça peut être aussi des risques au niveau de la qualité de la donnée et de sa justesse. Donc là, c'est plutôt avec donc 6x7 et OPIDA. Donc vraiment, le but, c'est d'avoir euh, une équipe pluridisciplinaire qui permette d'intervenir sur tous les aspects de la sécurité de la donnée. Et donc aujourd'hui, on va parler plutôt de la partie conformité, RGPD, et notamment avec ses spécificités dans le domaine de la santé. Alors, le RGPD, c'est quoi? Alors, c'est un règlement européen, donc tous les pays de la communauté européenne sont concernés. Et en fait, à chaque fois qu'on a une organisation, une entreprise, une association qui utilise et stocke des données de personnes qui résident en Europe, eh ben, on est concerné par le RGPD. Donc cette société peut se trouver en fin fond des États-Unis ou de la Chine. Si elle a un fichier de citoyens européens, elle est concernée et elle peut être mise en cause pour son non-respect du RGPD. C'est un règlement dissuasif puisque les amendes peuvent être assez importantes, donc 20 millions d'euros, 4% du chiffre d'affaires total du groupe, sans compter un risque pénal. Et il a été mis en application depuis maintenant un peu plus de 7 ans, donc le 25 mai 2018. Au-delà des aspects dissuasifs que gère la CNIL, il y a aussi un risque réputationnel de ne pas être conforme, parce que souvent, quand il y a des amendes ou quand il y a
ou quand il y a des petites mises en demeure, bah, ça se sait et ça fait une mauvaise publicité pour les clients et les entreprises concernées. Et c'est un facteur aussi qui joue dans la confiance de notre écosystème parce que de plus en plus dans les relations entre les individus et les entreprises ou les entreprises entre elles, on demande de plus en plus de montrer patte blanche sur ces aspects-là. Et aussi, le ce qui est important de noter, c'est que en fait, quand on se met en conformité, on n'est pas seul, on est dans un écosystème et c'est cet écosystème de responsabilité que nous, on regarde entre les différents partenaires qui manipulent et qui s'échangent de la donnée personnelle. Donc ça, c'est pour des bases. Excusez-moi. Ensuite, heu, on a essayé de résumer sur ce slide quels étaient, les différents, engagements qu'on devait prendre lorsqu'on devait respecter le RGPD. La première chose, c'est l'utilisation légitime de la donnée personnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on on demande, on stocke de la donnée personnelle, il faut qu'on ait une utilisation légitime, pour le faire dans le cadre de ses activités. Quand on veut livrer quelque chose, on a des informations pour pouvoir, gérer le contrat. Bon, dans le cas d'un patient à soigner, c'est aussi évident, mais l'idée, c'est de ne disposer que des données qui sont nécessaires au traitement qu'on a légitimement le droit de réaliser. Ensuite, en ce qui concerne la donnée personnelle, ce qui est important de savoir, c'est que toute donnée personnelle a une durée de vie limitée. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on a un fichier qui contient des données personnelles, il va falloir se poser la question, en fonction de l'utilisation qu'on en fait, combien de temps j'ai le droit de la garder et quels sont les process à mettre en place pour la supprimer. L'information et la transparence, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va disposer de données personnelles, ce qu'on appelle la personne concernée, la personne qui vous a fait confiance et qui vous a donné ces données personnelles, elle est en droit d'y avoir accès, de pouvoir la supprimer et surtout de savoir à tout moment ce que vous allez en faire. Donc ça, c'est la transparence. Une vigilance accrue dans l'utilisation de la donnée, ça concerne plutôt la vigilance que vous devez mettre en place auprès de vos collaborateurs pour qu'ils prennent conscience que utiliser de la donnée personnelle, ça implique un niveau de responsabilité assez important. Donc ça se fait beaucoup par de la sensibilisation et par la formation régulière des personnels. La sécurité des données, bien entendu. Parmi les données personnelles, il peut y avoir des données sensibles, dont on va largement parler aujourd'hui, et elles vont nécessiter un niveau de sécurité important. Et nous, notre travail, ça va être de vous définir quels sont les niveaux de sécurité nécessaires pour chaque type de données, pour chaque type de traitement que vous allez devoir utiliser. Et enfin, pardon, un grand changement par rapport à l'ancienne loi qui était la loi informatique et liberté, c'est la preuve de la conformité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le RGPD, dans la plupart des cas, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, la CNIL ne va rien vous demander. Par contre, chaque entreprise, chaque organisation va devoir monter un dossier pour apporter la preuve de sa conformité. Ça veut dire bah, tout un corpus documentaire et de process à mettre en place pour prouver à un moment donné à la CNIL ou à un partenaire que vous êtes conforme. Alors, Laurent, si je peux me permettre, je te coupe 30 Oui, secondes. je t'en prie. La CNIL opère quand même quelques contrôles de temps en temps. Elle le fait généralement par code NAF, donc c'est aléatoire. La CNIL va décider d'un code NAF à un instant donné et va contrôler différents établissements qui vont correspondre à ce code NAF. Donc oui, il faut apporter la preuve de la conformité, surtout si effectivement vous êtes l'heureux élu du contrôle de la CNIL. Alors la CNIL, c'est aujourd'hui un peu plus de 100 personnes. C'est bien sûr un petit peu plus de contrôle que ce qu'il y avait par le passé, mais les contrôles existent. Faut pas, même s'ils sont encore rares, et même si ça touche aujourd'hui effectivement de plus grosses structures, il n'empêche qu'on a l'exemple d'artisans, des gens seuls
qui se sont fait contrôler par la CNIL. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse que je voulais quand même ouvrir. Oui, tout à fait, il y a des, c'est assez hétérogène, d'autant plus que là, la CNIL a mis en place depuis 2 ans maintenant des contrôles simplifiés, justement pour, avoir une réponse à donner à chaque type d'entreprise. Alors, donc là, vous avez un document intéressant qu'on a produit, qu'on peut télécharger sur notre site. Jemilet va vous transmettre le lien sur le chat, où on a, essayé de faire une petite liste relativement exhaustive d'une donnée personnelle, parce qu'on parle beaucoup de données personnelles en RGPD et on pensait que c'était pas mal aussi de l'illustrer. Donc donc là, je vous laisserai le découvrir si vous le téléchargez. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois qu'on a une donnée qui peut directement ou indirectement identifier une personne dans un système d'information, on considère que c'est une donnée personnelle. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir effectivement des données, assez évidentes, le nom, prénom, et cetera. Mais, une adresse IP d'un ordinateur peut, être, considérée comme une donnée personnelle si on est capable de raccrocher cet ordinateur à une personne, tout simplement. Et parmi ces données, personnelles, il y en a un certain nombre qu'on va dire sensibles, donc ça va être, opinion politique, appartenance syndicale, orientation sexuelle, et cetera, et bien évidemment, les données de santé. Toutes les données de santé sont considérées comme des données sensibles, par le par le règlement, et elles vont nécessiter évidemment une vigilance, accrue. Alexandre, tu veux dire quelques mots sur les données sensibles? Bah, en fait, tu viens, Mmh, parfaitement illustrer la chose. OK, La donnée sensible, nécessitera un niveau de protection plus élevé. Voilà, c'est vraiment la différence, mais tu as parfaitement dit les choses. OK. On peut continuer. Merci Laurent. Pas de souci. Alors, maintenant, on va évoquer, plus précisément, certaines spécificités du monde de la santé. Alors, en introduction déjà, comme je l'ai introduit, avec les données sensibles, heu, votre univers manipule énormément de données de santé, donc qui sont données sensibles au titre de l'article 9 du RGPD, donc qui vont nécessiter une attention particulière. Il y a une multiplicité des acteurs. On peut être, public, privé, associatif, et chacun va avoir des contraintes particulières, notamment dans le public, où on va avoir des obligations supplémentaires, et on va entrer en fait dans un cadre juridique qu'on dit complexe parce que, heu, lorsqu'on va auditer et mettre en place des conformités, dans le monde de la santé, on ne peut pas se contenter de prendre en compte uniquement le RGPD parce que, il y a d'autres règlements qui rentrent en ligne de compte, notamment le code de la santé publique et d'autres règlements qu'il va falloir qu'on intègre et qui vont nous permettre d'adapter notre réflexion sur les traitements RGPD qu'on va analyser. D'autre part, en plus de cette complexité, c'est un secteur qui est très visé par, les cyberattaquants. Ça peut aller jusqu'à la paralysie d'hôpital, qu'on l'a vu dans le centre hospitalier du sud francilien il n'y a pas longtemps, où le système d'information d'un hôpital a été paralysé plusieurs jours. Ça représente 10 des attaques quand même. Le monde hospitalier, c'est une entreprise sur 10 qui concerne le secteur de la santé en termes d'attaques. Donc, c'est un secteur très visé, aussi bien sur la partie, paralysie de fonctionnement, que sur la partie aussi qui est plus problématique encore, qui est le vol de données. Puisque les données sensibles sont des données, très précieuses pour les hackers qui valent beaucoup d'argent. Donc, elles vont avoir, de plus fort intérêt à essayer de vous les dérober. Donc, heu, c'est un facteur de risque important qui va nous nous impacter, nous, dans nos démarches de mise en conformité RGPD, parce que on va porter une attention plus grande à la sécurité des données. Si je peux illustrer Laurent, parce qu'une petite illustration, c'est toujours intéressant.
Si je viens à pirater un établissement de santé, type un EHPAD par exemple, en volant la déclaration fiscale d'un résident et sa carte d'identité, copie de sa carte d'identité et autres documents, je peux faire de l'usurpation, pardon, d'identité et par exemple, souscrire un prêt, récupérer l'argent et effectivement, c'est le résident qui devra couvrir les frais. Voilà, donc ces données, elles sont importantes pour les hackers parce qu'elles permettent tout simplement de faire de l'usurpation d'identité et indirectement de pouvoir récupérer de l'argent. Voilà. Merci, Alexandre. Alors, maintenant, quelques spécificités qui sont uniques pour votre secteur. Donc vous avez beaucoup de chance, la CNIL a beaucoup pensé à vous. Alors, ce que je vous disais en introduction, quand je présentais le RGPD, je dis voilà, le gros changement du RGPD, c'est que, avant, depuis 78 avec la loi informatique et liberté, à chaque fois qu'on avait un fichier, de données personnelles, on devait le déclarer à la CNIL et faire un certain nombre de formalités. Depuis le RGPD, on n'a plus à le faire, sauf pour le secteur de la santé. Pourquoi? Parce que, la sensibilité des données que vous manipulez, nécessite une vigilance accrue, heu heu et qui a été instaurée par la CNIL. Alors, les formalités, elles vont principalement, être dans le périmètre de tout ce qui va être les recherches, études, évaluations dans le domaine de la santé et à chaque fois que vous allez devoir, créer des bases de données, donc ce qu'on appelle des entrepôts de données, qui vont inclure des données de santé. Alors, en termes de déclaration, quand même pour simplifier les choses, la CNIL a proposé ce qu'on appelle des MR, des méthodologies de référence, donc il en existe 8 et en fait, à chaque fois qu'on va être confronté à un traitement, d'entrepôt de données lié à la recherche, lié au développement, on va regarder si, le traitement va correspondre à l'une de ces, 8, méthodologies de référence. Si on est conforme entièrement, bah, on n'a plus qu'une déclaration à faire, dire voilà, on va gérer tel traitement qui est relatif à telle, méthodologie de référence et ça s'arrête là. Si on est non conforme ou si on a un traitement un petit peu, qui dévie par rapport aux méthodologies de référence, il va falloir demander une autorisation à la CNIL pour, réaliser ces traitements. Donc une petite contrainte supplémentaire devant la sensibilité vraiment, accrue des données de santé et de ce type de traitement. Enfin, il y a d'autres référentiels qu'il va falloir qu'on prenne en compte, donc tout ce qui va être vigilance sanitaire, accès précoce aux médicaments, accès compassionnel. Je répète encore, entrepôt de données parce que souvent, chez dans un certain nombre de clients, auxquels, on a affaire, en fait, à des fins de statistiques, d'analyse et cetera. Il y a beaucoup d'entrepôts de données qui sont créés et il faut, à chaque fois les encadrer, soit par des méthodologies de référence, soit par des demandes d'autorisation de la CNIL. Encore une fois pour les entrepôts de données, il y a aussi une possibilité, c'est le recueil d'un consentement explicite, mais heu si c'est pas le cas, demande d'autorisation. Excusez-moi. Alors, au-delà de toutes ces mesures, on a un certain nombre, de points d'attention, heu, qui sont hors réglementaires, mais qui sont du bon sens. C'est-à-dire que, on doit faire attention, heu, aux modalités d'accès spécifiques aux données de santé, donc le fameux fichier SDNS. Donc c'est un fichier qui regroupe les principales données de santé. Donc toutes les accès à ces fichiers-là vont être, lourdement réglementés. Pareil pour la mise en place vigilance. Donc ça, c'est toutes les, toutes les contraintes qui vont vous être demandées pour vous assurer que la personne qui est devant vous
est bien la bonne personne et que lors de son suivi dans vos établissements, il n'y ait pas de confusion qui soit possible. Donc là, il y a tout un corpus référentiel de types de données à demander, à référencer pour être sûr d'avoir la bonne personne. Tout ce qui va être transmission de données de santé va être aussi très réglementé. Donc, on l'illustre à travers la mise en place de messageries de santé sécurisées où toute la donnée est cryptée, n'est pas visible de l'extérieur lorsque on l'échange d'un point à un autre. Et enfin, tous les établissements qui stockent de la donnée de santé doivent avoir une certification qu'on appelle HDS, hein, aux données de santé, qui permet d'avoir un niveau de sécurité très important. Donc, soit c'est vous-même qui stockez vos données qui devez être HDS, soit si vous faites appel à un hébergeur, de bien vérifier que cet hébergeur a la certification HDS. Alors, pour prendre en compte tout ça, nous, on a développé une méthodologie assez simple et assez claire, en fait, en 2 phases. Une phase où on va réaliser une évaluation et une deuxième phase où on va mettre en œuvre la conformité. Donc l'évaluation, ça va être la prise en compte de tout votre périmètre avec la mise en place du registre d'activité de traitement, où on va effectivement prendre en compte pour chaque traitement, si c'est un traitement standard, je je pense à un traitement par exemple RH, le RGPD classique. Si ce sont des traitements de santé, on va les confronter aux différents, sujets que j'ai évoqués précédemment avec, les niveaux de sécurité attendus, les demandes ou pas d'autorisation à la CNIL et cetera, pour être sûr que chaque traitement soit conforme au RGPD et dans le respect aussi de vos autres exigences réglementaires. Pour ça, nous, on utilise des outils assez simples qui nous permettent de partager l'information entre nous, mais surtout avec, avec nos clients et avec la possibilité d'avoir une visibilité en temps réel et partagée de l'évolution de nos projets de conformité. Alors, pour réaliser ce type de projet, c'est important de savoir que nous, on dispose d'une équipe de DPO, donc principalement des juristes, mais heu, le fait d'avoir une équipe pluridisciplinaire au sein d'APAV Digital nous permet aussi d'aller un petit peu plus loin dans les aspects plus techniques ou analyse de données qui sont souvent évoqués lors de nos projets. Pour compléter cette offre, on a développé une formation et certification spécifique DPO de santé. Donc ça, c'est une certification qui est seulement proposée par notre filiale APAV Certification, donc qui permet de, de- de- d'attester une connaissance spécifique du RGPD dans le monde de la santé. Donc c'est une formation de 2 jours qui s'adresse aux DPO qui ont déjà une certification de DPO standard et qui veulent se spécialiser dans le monde de la santé et qui leur permet d'avoir vraiment une connaissance, un petit peu plus approfondie des spécificités du RGPD dans le monde de la santé et surtout de pouvoir attester de cette compétence, auprès de tiers. J'ai beaucoup parlé de conformité, on a parlé de traitement, on a parlé de données personnelles, mais maintenant je pense que c'est intéressant de voir comment, physiquement on peut, assurer la traçabilité et la sécurité d'un ensemble de données, qui sont stockées dans vos différents systèmes d'information, donc hors application logicielle, mais dans tous vos dossiers et pour ça, je vais laisser la parole à Alexandre qui va vous décrire, la solution Clarisse. Merci Laurent. Donc, effectivement, certains ont peut-être déjà entendu parler de Clarisse. Clarisse est un outil à la base qui permet
d'organiser et de structurer en fait toutes ces données. Donc, c'est les données dites non structurées. Les données non structurées, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui ne rentre pas dans vos applicatifs métiers, ce que vient d'expliquer Laurent, à savoir vos mails, par exemple, à savoir les courriers que vous allez recevoir. Ça va être des PDF, ça va être des fichiers Word, des fichiers Excel, tout ce qui va se trouver finalement sur vos serveurs de fichiers lorsque vous en disposez, sur vos disques durs, sur des systèmes type OneDrive ou autre. Voilà, donc c'est toutes ces données qui sont un petit peu volatiles, que l'on retrouve partout aux quatre coins de nos établissements, de nos structures, et qu'à un moment donné, il faut pouvoir protéger parce qu'elles contiennent des informations donc personnelles, sensibles, mais aussi d'autres types d'informations qu'on ne souhaiterait pas voir diffusées à l'extérieur. Donc pour ça, effectivement, nous avons l'outil Clarisse que je vais présentement vous montrer. Alors pour ça, je vais donc partager mon écran. Veuillez m'accorder quelques petites secondes. Hop, et ça sera donc celui-ci. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Laurent, c'est bon oui, OK. Donc, Clarisse est matérialisée tout simplement par un petit onglet que l'on a sur le bord de l'écran, donc qui ne pollue pas, mais qui permet d'avoir un accès rapide, en fait, aux différentes, fonctionnalités du logiciel. Alors, en tant qu'administrateur de mon logiciel, j'ai accès à plein de fonctionnalités. Un utilisateur standard en aura à peu près 2 fois moins. Alors Clarisse, comme je vous l'ai dit, c'est fait pour stocker vos données, sensibles, personnelles et autres. Déjà, ce que je vais vous présenter, c'est la façon dont on classe les données dans Clarisse. Donc ici, je vais ouvrir ma navigation qui, hop là, va s'ouvrir. Alors attendez, hop, ça dépend sur quel écran je suis. Voilà, effectivement. Donc là, normalement, on est bon. Juste, voilà. Donc, dans cette navigation, je vais pouvoir avoir accès aux différentes activités de mon organisation. Certains vont retrouver des choses qu'ils connaissent déjà, l'accueil de jour, les admissions, les évaluations, la gestion courante de l'établissement, ma gestion des résidents, mes salariés, parce qu'effectivement, dans mes salariés, j'ai tout un tas de données personnelles, bien sûr, les réunions, groupes de travail, et cetera, et cetera. Et pour chacune de ces activités, sur la partie droite, je vais avoir accès à ce que l'on appelle dans Clarisse des classeurs. Et en fait, tout ce qui va concerner une mission, un projet, va se retrouver dans le classeur concerné. Alors, c'est quoi une mission? C'est quoi un projet? Tout simplement, si je suis au niveau des ressources humaines, ma mission, c'est de gérer la carrière de chacun des collaborateurs. Donc, pour ça, je vais créer un classeur pour chacun de mes collaborateurs. Voilà, si je fais de l'accueil de jour, ma mission, ça va être de gérer les personnes qui vont être en accueil de jour et pour ça, je vais créer un classeur pour chaque individu qui va rentrer en accueil de jour. Donc, tout ce que je vais faire dans mes réunions, réunions qualité, réunions plan bleu, et cetera, tout dans Clarisse va être finalement modélisé sous la forme de missions, donc ici, de classeur. Si je prends un salarié, tout simplement, que j'ouvre son classeur, je vais constater ici qu'on a une organisation. Donc, on reprend le principe du classeur. Donc, ici, nous avons des intercalaires et je vais pouvoir constater effectivement que chacun de nos classeurs va être constitué exactement pour les ressources humaines de la même façon. Parce que dans Clarisse, on va créer des modèles de classeurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on va créer tout simplement, lorsqu'on va mettre en place Clarisse dans un établissement, eh bien, tout simplement, on va venir donner une organisation qui sera appliquée après par chacun des collaborateurs de l'établissement. Voilà, donc on va venir structurer les données, tout simplement. Après, bien sûr, au travers de cette navigation, on peut aller rechercher de l'information, mais je peux également rechercher de l'information par un système qui est très pratique, que vous connaissez déjà tous parce que vous l'utilisez au travers de vos navigateurs internet classiques, c'est le moteur de recherche. Et ici, effectivement, j'ouvre ma barre de recherche et si je demande, par exemple, à Clarisse: «Tiens, sors-moi le livret d'accueil», eh bien, tout simplement, je vais taper livret accueil et là, vous voyez, le système va me sortir le livret d'accueil, donc la dernière version, la version 2024, que je peux consulter. Et donc, la consultation, tout simplement, le système
m'affiche le document au travers du logiciel qui va bien. Donc, si c'est un PDF, ça serait un Word, ça m'ouvrirait Word, etc., etc. Donc, ce système de recherche va être facilitant, par exemple, pour tout le personnel soignant qui va pouvoir aller rechercher des protocoles, qui va pouvoir aller rechercher des plannings, etc., etc. Donc, avec Laris, faut imaginer, donc on a un moteur de recherche comme celui qu'on va utiliser sur Internet, mais qui va être interne à la structure et donc qui va nous permettre d'aller rechercher des documents de la structure. Donc, imaginez lorsqu'on a une évaluation externe, lorsque j'ai besoin d'aller rechercher rapidement des documents, mais grâce à mon moteur de recherche, tout simplement, je vais pouvoir retrouver très rapidement les documents dont j'ai besoin et surtout les documents dans leur dernière version. Les responsables qualité seront enchantés de l'apprendre. Bien. Donc, déposer un document dans Clarisse, c'est aussi quelque chose qui se fait, de manière très simple. Imaginons tout simplement, tiens, je vais faire, rentrer on va créer un nouveau collaborateur, je vais faire rentrer Laurent Zetoun dans l'établissement. Tout simplement, je vais cliquer sur le bouton plus que je viens de faire pour créer un nouveau classeur. Donc ici, je vais rentrer les informations. Hop, voilà, tout simplement parce que tout est préformaté, tout est pré-emploi. Date d'entrée, Laurent, bien, je te fais rentrer aujourd'hui, bienvenue, tu auras un contrat de type CDI. Et maintenant, je valide la création. Mon classeur est donc créé. On s'aperçoit effectivement que toute la structure est déjà prête. Et là, je n'ai plus qu'à finalement déposer mes documents. Et pour déposer un document, ben, on fait quelque chose de très simple. Voilà, je vais créer par exemple un fichier Word. Donc on va appeler contrat de travail. On fait quelque chose de très simple. Hop là. Donc, contrat de travail de Laurent. À partir de là, j'enregistre. Donc, effectivement, je fais le contrat de travail le plus simple du monde. On est d'accord. Eh bien, ce contrat de travail, lorsque je veux le déposer dans Clarisse, vous allez voir à quel point c'est simple de le faire. Je vais faire glisser tout simplement le document sur l'onglet Clarisse. Et à partir de là, effectivement, le système me dit: «Bon, mais OK, c'est un contrat de travail». Alors, je vais pas le mettre dans bien-traitant, c'est technique, mais par contre, je vais rechercher le classeur Zetoun que je viens de créer. Donc pour ça, je commence à saisir les premières lettres du nom ou du prénom. Vous voyez, tout se fait rapidement et presque automatiquement. Voilà. Le système donc me propose mes différents intercalaires. En passant le curseur sur mes intercalaires, je vois tout de suite, qu'est-ce qui est attendu derrière chaque intercalaire. Ici, le contrat de travail, la santé, la civilité, l'URSSAF, et cetera, et cetera. Et donc, à partir de là, donc effectivement, il s'agit bien d'un contrat de travail et comme il s'agit d'un contrat de travail, eh bien, je dois définir à quel registre de traitement appartient ce contrat de travail. Vous voyez, je ne peux pas déposer le document tant que je n'ai pas renseigné l'information, à savoir quelle est la destination finalement, de ce contrat de travail. Et la destination, c'est quoi? Beh, finalement, ici, c'est une destination dans le cadre d'une rémunération emploi. J'ai besoin de ce contrat de travail de Laurent Zetoun parce que j'aurai à un moment besoin de le rémunérer, tout simplement. Une fois que j'ai défini le registre de traitement auquel, appartient le document, auquel est rattaché ce document, eh bien, tout simplement, je n'ai plus qu'à déposer le document, 2 façons de faire. Soit je vais le copier dans Clarisse, soit je vais le déplacer dans Clarisse, ce qui va nous intéresser. Et là, effectivement, le système est compressé et chiffré et le voilà dans Clarisse. Bien. Maintenant, si je recherche effectivement dans mon moteur de recherche, tout simplement, mon collaborateur, je vais retrouver directement le contrat de travail. Je peux le rechercher par la navigation, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais dans les salariés, Zetoun. Je retrouve ici mon contrat de travail. Donc, j'ai deux façons d'accéder à l'information. Mais également avec l'ARI, c'est là que ça va intéresser nos qualiticiens. Eh bien, j'ai possibilité de faire du versionning, de travailler sur mes documents. Ce contrat de travail, si j'ai besoin de le modifier, tout simplement, je vais cliquer sur «Travailler sur le document». Et là, effectivement, alors je ferme celui qui n'a pas d'intérêt derrière, voilà, je peux faire évoluer, CP, je mets, cette semaine, voilà, rémunération et cetera et cetera et cetera. Je fais évoluer mon document, je l'enregistre comme j'ai l'habitude de le faire avec mes différents outils et à partir de là, Clarisse me propose les actions suivantes. Soit j'annule les modifications, parce que je me suis trompé, c'était sur un homonyme qui fait que je travaille et pas sur celui de Laurent.
Soit j'enregistre le document dans une nouvelle version, soit j'écrase la version précédente, donc typiquement le fonctionnement, que l'on a avec, Windows, soit je continue de travailler sur le document ou je consulte le document tel qu'il était avant modification. Nous, pour l'exemple, on va faire une nouvelle version, plus 1. Le système me propose de passer automatiquement en indice 2. Je peux commenter la différence entre la version 1 et la version 2, ajout d'éléments, voilà, peu importe. Et je n'ai plus qu'à réintégrer mon document. Voilà, mon document vient de passer en version 2. Si je le consulte, pardon, Clarisse m'affiche toujours la dernière version du document, donc celle qui m'intéresse, avec possibilité de consulter les sous-versions et de revenir sur la version 1 de mon document qui, elle, ne comportait pas les différents les éléments que je viens de rajouter. Voilà, donc on a une traçabilité, en fait, avec les documents, on sait qui a modifié le document, etc., etc. Bien, donc ça, c'est pour la partie recherche et pour la partie organisation, pour la partie dépôt de documents. Mais pour ce qui nous concerne, la partie RGPD, eh bien, on a un module qui est dédié au DPO. Et ce module, donc qui est ici, nous permet de faire quoi? Ben, il nous permet tout simplement de définir les différentes destinations, entendu les finalités ou les sous-finalités. Donc, dans ces exemples-là, j'ai créé une CVTech, des relations avec des locataires, des missions de formation, la rémunération et l'emploi que l'on a vu tout à l'heure. Alors, les informations sont grisées parce que comme elles sont utilisées, je ne peux plus les modifier, c'est figé maintenant, mais je peux rajouter bien sûr d'autres finalités et sous-finalités. Bien entendu, dans la vie réelle, vous allez avoir bien plus de finalités et de sous-finalités que ça. Une fois que j'ai créé mes destinations, eh bien, tout simplement, je vais pouvoir ajouter des éléments si cela s'avère nécessaire, en fonction de ce que le DPO aura choisi d'intégrer. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, les données sensibles ont besoin d'avoir des règles de conservation. Eh bien, je vais pouvoir définir ces règles de conservation. Ici, par exemple, je vais retrouver ma catégorie document contrat de travail. Très bien. Je vais tout simplement dire que lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail, ben, on va forcer le marquage RGPD, c'est-à-dire que tout contrat de travail rentrera forcément pardon, dans le cadre du RGPD. Et je vais définir des règles. Je vais dire ma règle de conservation est la suivante. À partir de la date de sortie du collaborateur, eh bien tout simplement, je vais supprimer automatiquement le document au bout de 5 ans. Je peux conserver au moins tant de temps, en jours, en semaines, je peux archiver, donc je peux définir toutes les règles dont j'ai besoin. Donc, lorsque je vais définir que Laurent aura quitté la structure, ben, automatiquement, le timer de Clarisse va s'enclencher et à partir de la date de sortie plus 5 ans, ben, le contrat sera automatiquement supprimé. Je vais pouvoir faire exactement la même chose, par exemple, sur des CV. Vous recevez tous des CV. Où est-ce qu'ils sont, mes CV? Ils sont là, voilà. Eh bien, pareil, nous sommes dans le cadre du RGPD et là, je vais définir, mais à partir de la date de dépôt du document, eh bien, tout simplement, au bout de 2 ans, le document sera supprimé automatiquement. Donc, vous n'avez plus besoin, beh, de gérer manuellement cette partie règles de conservation. C'est le système Clarisse qui va le faire automatiquement pour vous. Donc, pour les DPO qui sont présents, lors de ce webinaire, bah, c'est un gros gain de temps, c'est surtout un gros soulagement. Voilà. Derrière le paramétrage de ces règles de conservation qu'on peut faire sur tout type de documents, hein, c'est pas forcément lié au CV, au contrat de travail, ça peut être sur des correspondances, ça peut être sur tout autre type de documents, même des documents qui ne rentrent pas forcément dans le cadre du RGPD. Clarisse nous affiche la liste, hop là, de tous les documents, donc c'est un registre de tous les documents qui rentrent dans le cadre du RGPD et qui sont donc enregistrés à mon nom avec Clarisse. Ici, par exemple, j'ai ce contrat de travail. Lorsque je clique dessus, le système me dit ce contrat n'est accessible que par Alexandre, que par Patricia et que par Laura. Voilà, il concerne la rémunération et l'emploi. Et il sera supprimé 5 ans après la date de sortie du collaborateur. Donc, j'ai ma règle qui s'affiche. Et j'ai même ici l'historique. Je sais que telle personne a déposé le document tel jour, telle heure, telle personne l'a extrait dans telle version. Telle personne, donc le document est passé en version 2, tel jour, telle heure, etc., etc. Donc j'ai une traçabilité complète sur mes documents. Et lorsqu'il y a une date de sortie, une date de suppression, pardon, qui a été définie, ou tout du moins que le système a calculé, il nous affiche ici la date à laquelle le document sera supprimé. Je peux exporter cette liste au format Excel. Donc, en cas de contrôle, c'est facile pour moi de dire, ben, finalement,
messieurs, mesdames de la CNIL, voilà tous les documents qui rentrent dans le cadre que j'ai chez moi et qui rentrent dans le cadre du RGPD. Et bien sûr, derrière, j'ai des règles de traitement. Je peux invoquer le droit à l'oubli, effectivement. Donc, si un collaborateur, un ex-partenaire, et cetera, me dit à un moment donné: «Je je veux quitter, enfin, je veux que mes données personnelles me soient restituées parce qu'il en a le droit ou soient supprimées», mais effectivement, je vais enregistrer ces demandes dans Clarisse et lorsque je vais, ouvrir ma demande de droit à l'oubli, ici, je vais avoir les documents qui concernent effectivement, qui ont des informations sur la personne qui en a fait la demande, avec possibilité de les extraire au format zip ou possibilité de les supprimer définitivement si effectivement je peux les supprimer. Voilà. Donc toute cette partie de gestion de droit à l'oubli, là encore est gérée par Clarisse et le système est même en mesure de nous sortir des petits rapports pour dire: «Bah, attention, voilà, demande de consultation, telle personne, pour telle personne, on a sorti tel document et tel document, tel jour, telle heure» et j'ai plus qu'à enregistrer mon document quelque part pour effectivement avoir preuve que tout simplement, j'ai respecté la demande. Voilà. Ensuite, le système m'affiche tout simplement les traitements passés et venir. Ici, le système me dit, voilà, ces documents-là, ils seront supprimés telle date. Donc, je sais précisément qu'est-ce qui sera supprimé et quand est-ce que ça sera supprimé. De la même façon, je peux voir l'historique des actions passées, s'il y en a, alors, peut-être pas sur cette plage de temps, mais voilà, si je prends 2000, voilà, admettons cette date-là, pourquoi pas? Non, je n'en ai pas, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, le système va m'afficher mes tableaux de bord. Je peux les afficher par catégorie, par activité ou destination. Ici, par catégorie, je sais que 70 des documents qui sont contenus dans la Clarisse de démonstration que je suis en train de vous présenter sont des documents qui concernent finalement les contrats de travail. 8 c'est du fiscal et social. Et je peux même avoir la progression du dépôt de documentaire dans ma Clarisse. Et aujourd'hui, on en est là. Il y a 3 mois, on en était ici. Il y a 6 mois, on en était là. Il y a 1 an, on en était là. Donc effectivement, le suivi que nous demande de faire la CNIL, Clarisse, là encore, nous le propose automatiquement. Je peux afficher par activité également ou par finalité, enfin destination, finalité ou sous-finalité. Ici, c'est mon registre de traitement, rémunération emploi, qui représente 89 de mes documents. 2 c'est les missions clients, etc., etc. Et l'outil est même en mesure, alors, pardon, j'ai également la progression, de la même façon que pour les catégories. Et l'outil me présente également une attestation si cela est nécessaire, qui, à partir du moment où on a activé la fonctionnalité RGPD, à partir du moment où on a au moins un DPO qui a été nommé, si on a conservé le chiffrement des données dans Clarisse, que l'on a au moins 5 règles de conservation et plus de 50 documents qui sont identifiés comme appartenant au RGPD, effectivement, ou rentrant dans le cadre du RGPD, pardon, je peux imprimer une attestation qui dit que l'entreprise est dans une démarche de mise en conformité du RGPD sur les données non structurées. Voilà. Donc, demain, en cas de contrôle de la CNIL, vous avez effectivement ce document qui peut être présenté à la CNIL. Vous êtes dans une démarche RGPD. Voilà, donc voilà tout ce que, Clarisse peut vous apporter au niveau de l'organisation de vos documents qui vous sera utile, là, par exemple, sur, les évaluations externes, mais également pour toute la partie, gestion et traitement du RGPD avec les données que l'on a finalement souvent du mal à exploiter, du mal à classer. Voilà donc, une présentation rapide de ce que peut être Clarisse. Hop, Eh ben, merci, merci Alexandre. C'est vrai que je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, c'est vraiment souvent le parent pauvre de nos projets. C'est, après la mise en application par les opérationnels, par nos clients de ce type de règles, notamment dans tout ce qui est documents, et données non structurées comme les documents Word, Excel et cetera. Et heu et c'est vrai que Clarisse apporte, une vraie solution pour, heu, pour organiser tout ça et pouvoir respecter la réglementation. Merci Alexandre. merci Laurent. Donc, voilà, nous avons terminé, ce webinaire. On a encore quelques minutes pour reprendre des questions.
On avait une question de Margot qui disait: «La durée de vie d'un document est définie par quoi?» Ben, en fait, lorsque on réalise nos missions, dans la première phase d'audit, on va référencer ce qu'on appelle tous les traitements. Un traitement, c'est, une utilisation particulière qu'on a, sur des données personnelles. Par exemple, si on prend un dossier de personnel, par exemple, on sait que certaines données, il faut les garder 5 ans, d'autres 10 ans. Si on prend un CV, d'un candidat qu'on a recruté, ça va être, en général 2 ans et on va faire ce travail-là pour l'ensemble de vos traitements, que ce soit des traitements, classiques, comme des traitements RH ou de facturation ou des traitements, liés à la santé et à chaque fois, on va se poser la question entre le règlement RGPD, les autres règlements, qui vous sont associés dans vos métiers respectifs et on va vous proposer une durée de conservation qui correspond au traitement et à l'issue de imaginons à un moment donné sur un traitement, on a une durée de conservation de 5 ans ou de 10 ans, heu, on va vous proposer les procédures à suivre. Soit il faut la mettre en archivage, soit il faut la supprimer ou on a aussi la possibilité d'avoir des archives intermédiaires. En fait, nous, tout notre travail, ça va être justement d'identifier tout ça et de vous proposer des durées et des process et si on fait le lien maintenant avec Clarisse, c'est vrai que la difficulté, c'est de dire: «Bah, voilà, bah, effectivement, je dois supprimer, ces informations au bout de 5 ans, mais où se trouvent-elles ces informations?» et c'est là qu'effectivement, Alexandre, vient nous aider. Mmh. Avec, si je peux me permettre, Laurent, une dernière petite précision, parce que j'étais assez vite pour respecter le timing. Mais, ce que je vous ai pas montré, c'est qu'avec Laris aussi, les données sont chiffrées. Ce qui fait que si demain, votre serveur, ou qui se trouve chez votre hébergeur ou en local chez vous, se fait pirater, la donnée est chiffrée, c'est-à-dire qu'elle est inexploitable par l'assaillant. On ne peut pas venir, récupérer les informations qui sont à l'intérieur. Donc ça aussi, par rapport au RGPD, c'est quelque chose qui est très important. On parlait tout à l'heure, Laurent, de la donnée sensible. La donnée sensible doit être effectivement très protégée. Et bien, Clarisse va apporter en plus cet élément de protection. Je me fais pirater quelque part, mais c'est pas grave. Voilà. Est-ce que ça a répondu à votre question? Ah, il y a une question pour toi, Alexandre. Est-ce que l'outil L'outil Clarisse est Clarisse. loué ou vendu? C'est bien ça, les tarifs. Alors ça, on en parlera après sur les tarifs, en tout cas en off, mais la solution, elle peut être les 2. Elle peut être louée, elle peut être vendue. Voilà, on a différentes possibilités. On s'adapte, généralement, s'adapte à notre clientèle. Voilà. Est-ce que vous avez, d'autres questions? Visiblement pas. C'est En juste tout que Laurent, cas, nous avons été très clairs dans nos précisions voilà. dans nos explications. Voilà, ou on les a trop inquiétés. Mais en tout cas, là, vous avez nos coordonnées. On est bien entendu à votre disposition pour, toute question complémentaire, ou, tout devis, hein, puisqu'on a évidemment de prix. Et je pense que voilà, c'est un sujet dont probablement on reparlera, dans le temps parce que c'est, un sujet qui, ouais, qui évolue aussi beaucoup et heu et je crois que Jemile a aussi une information à vous donner avant de quitter. Oui, on fait un webinaire dans 1 mois sur l'IA cette fois-ci, donc toujours RGPD, protection des données. Je vous envoie le lien juste maintenant, n'hésitez pas à vous inscrire. Parfait. OK, bah, écoutez, merci à tous pour votre participation et bah, peut-être à bientôt. Oui, vous allez également recevoir le replay juste après. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci d'avoir suivi cette présentation et au plaisir
de discuter avec vous. Voilà, et merci, Merci. merci Laurent, merci Jumili, et à bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.